Tycker du inte hon var tjusig, va? Jo. Tänk vad en del har det bra i alla fall. Bor snyggt gör de. Alla är snälla mot dem. De åker omkring i nya bilar och så går de på såna här klubbar och dansar och... Titta vilken tjusig blus, va? Vadå? Här i fönstret. Ja, det var väl bra. On ne peut pas dire à l'opposé, mais en parallèle avec Bresson, il y a Bergman. Ce n'est pas du tout la même démarche, ce n'est pas du tout la même pensée. Il n'empêche que Bergman, lui aussi, va repenser et révolutionner le cinéma. Alors, il ne va pas travailler contre les données immédiates, c'est-à-dire que justement son cinéma va reposer sur le théâtre et encore plus sur la théâtralité. Il ne faut pas oublier que Bergman commencera par le théâtre, qu'il écrira d'ailleurs des pièces de théâtre, qu'il sera metteur en scène de théâtre l'hiver, metteur en scène de cinéma l'été, en Suède c'est un peu normal, et qu'au fond de lui-même c'est le théâtre qu'il a réellement préféré. Et que son cinéma obéit à la théâtralité. Donc, chez Bergman, pas question d'amoindrir l'expression dramatique. Donc, il y aura acteurs, il y aura action dramatique, il y aura montée dramatique, il y aura en même temps les phrases, les dialogues, tels que nous connaissons la chose. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que lui aussi va travailler à partir d'une autre idée, que puisque c'est le théâtre, d'accord, mais on est au cinéma, et le cinéma, c'est d'abord un regard, c'est d'abord un œil. Je vais changer l'idée même du regard que l'on porte sur les films, donc du regard que l'on porte sur un cinéma dit de théâtre. Et ce regard, ce sera tout simplement une inversion de celui que l'on portait d'habitude sur le cinéma, c'est-à-dire celui du spectateur qui avait tendance à vouloir rentrer sur l'écran. Là, rappelons-nous Murnau. Et d'ailleurs, on aurait pu aussi citer Murnau comme référence et comme influence chez Bresson. C'est-à-dire des peintres, à la base, qui, comme chez Bresson ou chez Murnau, imaginent l'écran comme une toile blanche qu'il faut nourrir et peupler par les lumières, etc. Donc, il y a une démarche identique. Mais, dans cette démarche-là, que reprend par exemple admirablement bien Hitchcock, alors reprenons maintenant ce jeu de filiation les uns par rapport aux autres, c'est l'idée qu'il faut faire entrer le spectateur dans l'écran, pénètre l'écran, devienne participant de ce qui se passe sur l'écran. Et donc, reprenons le terme de Murnau, vampirisé par l'écran. Alors que Bergman refuse cette idée-là. On n'est jamais vampirisé chez Bergman. Et l'œil change de point de vue, change d'axe. C'est l'œil maintenant de personnages qui sont représentés, qui se portent brutalement sur le spectateur et qui interrogent le spectateur et qui l'interrogent sur son rôle. Qui êtes-vous? Bon, et il y a évidemment, et ce sera très révolutionnaire, le fameux plan dans Monica, donc un film de 1953, qui a fait un film admirable par ailleurs, et qui va réellement, lui aussi, révolutionner le récit cinématographique. C'est-à-dire que Monica est une jeune fille qui a des problèmes à la fois psychiques par rapport aussi à son origine sociale, qui part dans la campagne en été avec un jeune homme dont elle est amoureuse et qui est amoureux d'elle. Ils vont avoir un enfant, ils reviennent à Stockholm, et là, Monica est incapable de se plier aux exigences d'une vie de mère de famille, de femme au foyer, etc. Et elle abandonne et le jeune homme et le bébé, et va vivre sa vie dans les cafés, etc. Et il y a donc ce plan où, brutalement, le spectateur, quand même, moral, ne peut que condamner une telle attitude. Et le plan est très, très long, très fixe. Elle regarde à ce moment-là la caméra et le spectateur, d'un seul coup, se sent jugé. C'est-à-dire, comme si elle leur disait, en le regardant, « Mais de quel droit vous me jugez? Je suis libre. Vous n'avez absolument aucune raison de me juger et de me condamner. »
Et ce regard sur le spectateur renvoie justement le spectateur à sa place et introduit dans la représentation cinématographique une dualité, une sorte de jeu d'échange entre l'écran et la salle. On retrouve d'ailleurs, mais d'une façon différente, ce que faisait Rossellini. Lui, Rossellini aussi jouait sur l'événement qui se produisait sur l'écran et la répercussion que cet événement avait sur les spectateurs, qui à ce moment-là devaient renvoyer sur l'écran leur émotion. Et le film travaillait sur cette dualité-là et cette dramatisation-là. Chez Bergman, c'est un peu la même idée, sauf que on est quand même dans le style de la représentation, disons, apparemment classique, avec des acteurs qui sont d'ailleurs des acteurs magnifiques, parce que les acteurs suédois et surtout les actrices sont stupéfiantes, et on peut dire que toutes les actrices de Bergman ont laissé des souvenirs immémoriaux à tout spectateur normalement constitué, et en particulier avec ces actrices dont, entre autres, les deux sœurs Anderson, Harriet et Bibi, Liv Ullmann, Ingrid Thulin et bien d'autres, et même d'ailleurs pour un seul film, Ingrid Bergman, qui acceptera de travailler avec l'autre grand Bergman, et ça donnera d'ailleurs ce film superbe, qui sera d'ailleurs Sonate d'automne. Det var min agent. Han är så snäll. Numera är han min enda vän i den här världen. Ja, du minns väl honom, Eva? Gamle Paul. Vi har jobbat ihop nu i 30 år. Vilket fint gammalt instrument. Vilken fin klang och nystämt. Nu är jag verkligen lycklig. Jag oroade mig i onödan. Men vad menar du, mamma? Vad tror du, min flicka? Förstår du inte att det kändes oroligt att träffa dig efter så många år? Ja, igår morse höll jag på att ringa återbud om du vill veta. Nej, inget saker, tack. Ja, det här konstiga kaffet är verkligen inte roligt. Men vad ska man göra när man inte sover? Jag ser att du håller på med Chopin-preludierna. Vill du inte spela något för mig? Men inte nu, mamma. Du, Eva, var inte barnslig. Du bereder mig en stor glädje om du vill spela för mig. Eva lilla, du sa ju senast i förrgår att du hoppades att din mamma skulle vilja lyssna på dig. Jag är ju inte... Jag menar inte bara skadligt otekniskt. Jag har inte ens blivit mamma att lära fingersättningen på det här preludiet. Skulle jag inte få till. Ja, älskling, nu har vi hört nog med ursäkter. Sätt igång bara. Après cette révolution que Bergman introduit par l'idée que maintenant il faut donner à la caméra, donc à l'œil du spectateur répondant sur l'écran et que ce jeu s'établisse, il va travailler de plus en plus cette idée de l'œil. Qu'est-ce que l'œil va regarder ? Et après un certain nombre de films, plus ou moins métaphysiques tels que Le Septième Saut ou psychologiques tels que Les Fraises Sauvages, Bergman va entrer de plus en plus dans l'idée psychanalytique, et à ce moment-là, l'œil ne sera plus simplement l'œil que l'on porte sur l'extérieur, mais comme si l'œil s'était introduit à l'intérieur des âmes, ou plus exactement à l'intérieur de tous les subconscients et de tous les inconscients, et que c'est cet œil-là qui va faire surgir sur l'écran les données et les représentations les plus fortes. Je pense en particulier à un film, peut-être l'un de ses plus grands films, peut-être l'un des moins connus parce que trop difficile, et qui est Persona, et qui est un film absolument sublime. Ensuite, il va passer encore à une autre considération, en revenant un peu au spectacle, en particulier avec Fanny Alexandre, mais dans cette grande période du cinéma, disons, psychanalytique, il y aura L'heure du loup, il y aura La honte, Le rite, Une passion, Mondil, Cri et chuchotement, évidemment, qui est un film qui, d'ailleurs, un peu abandonne directement la psychanalyse pour revenir, non pas à une œuvre psychologique, mais à des rapports beaucoup plus humains et beaucoup plus vrais, bien que le refoulé soit extrêmement présent dans ce film.
Et puis, il va revenir maintenant aussi à la représentation théâtrale, et en particulier, par exemple, quand il tourne La Flûte enchantée de Mozart. Et il en produit la meilleure réalisation à ce jour, en tous les cas, au cinéma. Mais, le travail sur le regard, et c'est pas pour rien qu'il a fait, entre autres, un film qui s'appellera L'œil du serpent. Il va abandonner ce système de la représentation par le cinéma du théâtral, et en refaisant d'ailleurs de ce théâtral du cinéma, comme on est très grand, pour penser, et de plus en plus, que maintenant la télévision, donc le regard de la télévision, est le regard qui convient à l'évolution même du cinéma. Et de ce point de vue, Bergman est peut-être le premier cinéaste à avoir dit, ou en tous les cas, fait en sorte que la télévision prenne non pas le relais du cinéma, mais devienne et porte maintenant la raison même d'être du cinéma. Ce sera extrêmement sensible dans Sarabande. Sarabande est un film qu'il a fait uniquement que pour la télévision, qu'il ne voulait même pas que le film passe en salle. On obtiendra de lui avec beaucoup de difficultés qu'il finalement il passe sur le grand écran. Mais cette pensée du cadre de la télévision comme une sorte de petite boîte magique, pour reprendre la notion de la lanterne magique qui était la sienne, c'est-à-dire au fond revenir à l'enfant qui à 7-8 ans s'amusait avec des petites scènes de théâtre, comme il le montre très bien dans Fanny et Alexandre, c'était ce jeu-là qui l'intéressait, et que la petite boîte télévisuelle pouvait peut-être ouvrir davantage encore sur l'inconscient et sur la connaissance des êtres humains, et surtout sur les affres, les douleurs et les grandeurs et la misère par la même occasion de l'âme humaine, qui fait que aujourd'hui Bergman reste non seulement un des très grands cinéastes, mais en même temps le premier à avoir dit le cinéma peut et devrait se transformer en télévision. Je dis le premier, oui et non, car rappelons-nous que Rossellini avait fait exactement la même démarche. C'était une autre histoire du cinéma par Jean Douché, son Alain Joubert, mixage Noélie Pellegrin, réalisation François Connac. Vous aimez quand ça finit bien, mademoiselle? Ah oui, monsieur. Moi aussi.